Alors, on a une chance unique aujourd'hui à Eurosatory 2026, c'est d'avoir rencontré une grande équipe qui est en lien avec Mass Factory, une entreprise qui a développé un concept innovant de fabrication de pièces en injection plastique notamment, qui peut être déployé un peu partout sur les champs de bataille, notamment dans des usines mobiles, mais aussi dans des usines fixes. Alors, je vous présente les intervenants qu'on a rencontrés qui vont vous dévoiler tous les détails de cette production et entreprise innovante. Sortir du moule est une production d'Alliance Polymère Québec, un créneau d'excellence du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec. Plongez avec nous dans le monde fascinant de l'industrie québécoise des plastiques et des matériaux composites. Restez connectés sur l'avenir de l'industrie. L'aventure commence maintenant avec votre animateur, Simon Chrétien. Je suis Cédric Jany, je suis le dirigeant de la société Mass Factory, qui est en fait une société qui fait de la production de masse de matériel militaire. On a créé cette société dans le but de répondre à une problématique qui est on manque de munitions, il manque de drones, on manque un certain nombre de matériel, au moins au ministère des Armées français, et de se dire comment fabriquer en masse ces matériels pour combler les stocks qui sont aujourd'hui, hélas, vides dans notre cher pays. Et comment vous avez eu cette information qu'il y avait un manque de munitions? Est-ce que c'est l'armée qui vous a approché ou c'est dans vos recherches statistiques, marketing? Alors, ça fait 25 ans ou 30 ans qu'on travaille avec le ministère des Armées. On a été approché par différentes personnes, que je ne citerai pas, mais qui ont essayé de trouver des systèmes pour avoir du stock de matériel low cost, c'est-à-dire du matériel pas cher, qui soit pas forcément de la haute technologie, parce qu'en France, en temps de paix, on a créé des énormes, des très très belles machines, des très très belles technologies, mais qui coûtent beaucoup d'argent, ce qui est très facile en temps de paix, mais en temps de guerre, on est obligé de fabriquer, et on a le rétexte de l'Ukraine, de la guerre en Ukraine, qui nous a montré qu'il fallait fabriquer vite, pas cher, parce qu'il va y avoir une nécessité. Donc aujourd'hui, Mass Factory ne dit pas on va fabriquer tout de suite en stock avec des grosses quantités fabriquées. On va donner une capacité à produire en masse. C'est-à-dire, on va donner des usines, on va, avec une usine nationale ou des usines projetées, montrer qu'on est capable de fabriquer, s'entraîner à fabriquer, et le jour où on doit rentrer en conflit, pouvoir produire en masse. Donc ça passe par de l'entraînement, de la conception un peu particulière pour fabriquer en masse. On ne fabrique pas en masse comme on pourrait fabriquer avec de l'impression 3D ou... Donc, on a conçu tout le système pour qu'il soit fabricable à des cadences qui sont importantes. La cadence qui est importante en masse, c'est, par exemple, je donne un drone par minute. C'est une munition toutes les 30 secondes. Là, c'est des termes de masse. Donc, c'est pas du tout aujourd'hui ce que nos sociétés de la BITD, donc les gros, sont capables de faire. Une société comme MBDA va fabriquer 2000 missiles par an. Nous, on est capable de sortir sur une ligne de production 500 000 drones sur une ligne par an. Et ces drones, justement, ils sont fabriqués dans une usine qui est localisée habituelle. Mais votre concept aussi, c'est de délocaliser la production sur le champ de bataille et de pouvoir le rendre mobile et le déplacer où le besoin est. Exactement. C'est-à-dire que cette usine, elle a été pensée et conteneurisée, c'est-à-dire qu'elle est l'ensemble des composants, la partie énergétique, la presse à injecter, toute la partie assemblage, est contenue dans 4 conteneurs 20 pieds. Alors, les 20 pieds, c'est des conteneurs qui sont facilement utilisables par l'armée française, enfin beaucoup d'armées. Et après, ces 20 pieds, vous les posez et vous êtes capable très très rapidement de commencer une production. Et ce que je vous disais, avec des cadences qui sont ultra élevées. Et là, tout ce que vous avez à transporter, c'est vos approvisionnements de matières premières? C'est les composants. Donc, c'est des composants pour l'injection, c'est des granulats d'injection. Et après, c'est tous les composants. Donc, des composants électroniques, moteurs, caméras et batteries, ce qui forme un drone. Mais je vous parle d'un drone là, mais ça peut être pour une munition, ça va être du granulat d'injection et ça va être des systèmes de déclenchement pyro, par exemple. Donc, et pour d'autres systèmes, ça peut être des pinces pour tenir des lunettes FPV, ça peut être des étuis pour tenir les drones, etc. Donc tout ça a été pensé. On a un conteneur de composants, on a un conteneur d'énergie, injection, assemblage, et avec ces quatre éléments-là, on est capable de produire très vite
et à tous les endroits. On sait qu'aujourd'hui, quand on va avoir une usine nationale, elle risque d'être boycottée, elle risque d'avoir des piratages, des gens qui sont mal intentionnés, qui peuvent éventuellement faire arrêter la production de ces usines-là, alors que nous, on va diluer la production un peu partout. Donc, en France, on a la chance d'avoir des territoires d'outre-mer, ce qu'on appelle les DOM ou les TOM, qui sont un peu partout dans le monde. Donc là, on peut aller projeter des mini-usines pour être présent un peu partout dans le monde et éventuellement aller après donner les produits à la marine nationale pour pouvoir être protégés, en fait, ces porte-avions, ces porte-hélicoptères, etc. Partout. Et dites-moi, pour être capable de produire vos drones, il y a des composantes électroniques. Est-ce que ce sont des produits propriétaires? Ou vous avez fait une alliance avec une firme d'électronique? Ou comment vous intégrez toutes ces composantes? On a choisi tous nos composants et après on a pris les bons partenariats. Donc on travaille avec une société par exemple qui s'appelle Axia, qui fabrique des millions de cartes chaque année. Donc ça c'était important de sécuriser ces domaines-là. On essaie de sécuriser aussi les composants un peu compliqués qui sont les moteurs et les batteries. Donc là, on a les bons partenaires qui vont pouvoir nous donner des dizaines, des centaines, voire des millions d'unités. Et après, si on voit qu'il nous manque une certaine souveraineté, comme les moteurs par exemple, on va essayer de voir si on peut essayer de remettre en France cette composante qui manque, c'est-à-dire créer une usine de fabrication de moteurs, ou de voir avec des Renault, Valeo, enfin des gros fabricants pour pouvoir fabriquer des choses qui nous manqueraient. Voilà. Est-ce qu'ultimement, ça peut être envisagé même que l'électronique soit fabriquée dans les conteneurs sur le champ de bataille pour éviter d'avoir à déplacer trop de composants, ou c'est trop complexe, ça demande? Ça peut le faire. Est-ce que ça a un intérêt parce que ça prend pas beaucoup de place? Je sais pas si on peut le montrer. Oui, absolument. Ça prend pas beaucoup de place, donc ça, c'est quand même assez complexe à fabriquer. Donc, se dire, les avoir dans un petit sachet et les avoir plein de fois, mais pourquoi pas? Ce qui peut être intéressant, par contre, c'est que l'électronique est un élément compliqué, parce que c'est celui qui va être mis à jour le plus rapidement possible. Donc, se dire d'avoir une petite ligne d'intégration électronique, là, ça peut avoir son sens. Okay. Et comment ça s'opérationnalise sur le champ de bataille pour fabriquer les drones? Est-ce que ce sont les militaires qui ont une formation que vous allez leur donner pour fabriquer les pièces, ou c'est des civils de votre équipe qui s'en vont? On a imaginé plusieurs scénarios. Le premier scénario, c'est le militaire qui se dit, tiens, je suis dans un endroit où c'est compliqué pour le civil de venir. Donc ça, c'est un. Après, ça peut être des réservistes. Vous savez, on a un pôle de réservistes, de gens qui sont brillants, etc., et qui ont besoin de travailler. Donc, on peut faire venir des réservistes. Ça peut être aussi des handicapés, des gens mutilés par la guerre, qui viennent et qui peuvent donner leur coup de main parce qu'ils ont envie d'aider en cas de conflit, exactement, des vétérans. Et après, on peut avoir des services de civils qui viennent en fait suppléer les militaires. Parce qu'un militaire, quand il va rentrer en guerre, il va être là, non pas pour produire, il va être là pour faire la guerre, pour aider notre pays. Donc on a plein de scénarios un peu possibles et imaginés pour très flexible. Exactement. Et il y a un seul opérateur qui est formé dans notre usine. Et après, tout le reste, il n'a qu'à écouter l'opérateur qui sera formé. Et cette capacité de production-là, ou ce concept-là, a été co-développé avec l'armée, si je ne me trompe pas. Exactement. On est parti du principe que... Alors nous, on n'est pas dronistes de formation ou munitionnaire. On s'est dit quel est le meilleur matériel qu'on va produire pour les forces. Donc on a interrogé un régiment, alors plusieurs régiments. Il y a un régiment qui a voulu nous aider pour nous dire voilà quelle est l'électronique la meilleure, quel est le format le meilleur, etc. Donc on a commencé à tisser ce partenariat, et je trouve ça vraiment intelligent parce que c'est eux au final qui vont produire pour nous, pour eux-mêmes. Le général Barat a dit faire au lieu de faire. Ça c'est une phrase qui est très importante. Donc, il faut absolument que les militaires fabriquent eux-mêmes. Donc, si c'est les matériels qu'ils ont fabriqués, enfin, qu'ils ont conçus eux-mêmes, ça prend tout son sens. Et dites-moi, dans un contexte où il y a le secret industriel, il y a le secret militaire, il y a toute la bureaucratie militaire, comment ça s'est passé, votre lien d'affaires, le développement de ce lien-là avec l'armée en tant qu'industriel? Comment vous avez trouvé ce passage-là? De réussir à travailler? Alors, on se connaît, moi, j'ai 30 ans d'existence dans le milieu militaire, donc je connais déjà beaucoup de... C'est ma connaissance du milieu.
il faut savoir quelque chose aussi, c'est qu'en France, on a un principe, c'est que si c'est pas une expression de besoin qui vient du bas, c'est-à-dire des régiments, du militaire lui-même, vous aurez beau voir les plus beaux généraux, les plus beaux colonels, si l'expression de besoin ne vient pas du bas, ils achèteront jamais au niveau du commandement. Donc, on a fait l'effort d'aller présenter, que les gens s'intéressent au sujet. Et là, on a une chance incroyable, c'est que on a des militaires qui sont extrêmement intéressés par notre sujet, parce que c'est leur sujet à eux. Hein. Et on avance gentiment. Alors, nous sommes une société avec des secrets défense, donc on a des habilitations pour pouvoir discuter avec eux, savoir un peu ce qu'on peut imaginer. Et comment vous partagez la propriété intellectuelle? Est-ce qu'elle appartient à votre entreprise? Est-ce qu'elle appartient à l'armée? Parce que j'imagine que vous avez sécurisé ou protégé certaines choses dans votre concept parce que vous avez innové. En fait, nous, on protège les moules et après, eux, ils peuvent protéger, s'ils veulent, des développements qu'ils font. Alors, c'est souvent des co-développements. Alors, pour l'instant, on ne sait pas trop poser le sujet. Si vraiment ils viennent avec leur sujet, on est là en tant que fournisseur industriel de production. Si c'est nos sujets qui viennent, et après, si on a des co-développements, on se posera la bonne question. Mais ça sera vraiment au cas par cas. Vraiment les projets. Ils sont pas forcément demandeurs d'avoir des brevets dans tous les sens, etc. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que leur système fonctionne, que la fabrication fonctionne, et qu'ils aient au final ce qu'ils veulent. Parce qu'on voit qu'elle a retombé. Et après, on a pris des partenariats avec d'autres sociétés qui sont des sociétés françaises, ukrainiennes, arméniennes, qui peuvent nous partager leur techno et on va fabriquer pour eux. Donc, on a une multitude de choix sur ces jeux-là. Ce qui est important encore un coup, c'est d'avoir le meilleur produit, le produire en masse, à des grosses quantités, avec des cadences incroyables. Et comment vous entrevoyez le futur avec les armées d'autres pays? On sait que la France aujourd'hui, on va demander en fait la validation de l'armée française pour nos sujets, mais on sait très bien qu'en fait l'export va être quelque chose d'important. Donc allez voir différents pays, pourquoi pas le Canada, avec grand plaisir. On serait ravis de partager un peu tout notre savoir-faire. On a plein d'idées, on a plein de partenaires pour aller vendre à l'export. Le Canada, il nous manque des partenaires, mais je suis sûr qu'on pourra en trouver grâce à vous. On va les ordonner. Voilà. Et en fait, c'est des sujets qui touchent tous les pays. Donc, on n'aura pas de mal à être écouté dans différents pays. Alors, peut-être que les produits seront un peu adaptés aux pays sur lesquels on va rentrer. Ils vont vouloir avoir leur souveraineté électronique, ils vont avoir leur forme, ils vont avoir leur gabarit, mais on est là pour les aider. Parce qu'encore un peu, nous, on est là pour donner notre connaissance sur la fabrication de masse, et ça passe par des bons mécaniciens, des bons électroniciens pour pouvoir répondre à cette problématique. Et merci beaucoup de votre temps et de votre présentation. Vraiment intéressant. Parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Denis Bertagnolio, Mass Factory. Vous êtes le fabricant ou à l'origine des pièces qui sont fabriquées par Mass Factory, notamment les drones. Oui. Parlez-moi un peu des résines actuelles que vous utilisez et vers quelle résine vous vous dirigez. Alors aujourd'hui, on a développé un produit complet de drone qui est en injection plastique. Là où traditionnellement ces drones, c'est de la fabrication en process composite. Nous, on l'a poussé vraiment en injection plastique pour le temps de cycle et la répétabilité, et puis la possibilité d'utiliser directement les pièces en sortie de presse, comme des pièces injectées. On est sur un polyamide de 20% chargé fibre de verre pour les problématiques de caractéristiques mécaniques. Donc on va migrer sur des résines un peu plus biosourcées, biodégradables. L'objet, c'est de réduire l'impact environnemental sans dégrader les caractéristiques techniques des matières. Est-ce que vous avez rencontré à date dans vos travaux des complications de vouloir traverser vers des résines biosourcées et surtout compostables? Oui, parce que là, aujourd'hui, le challenge que l'on a et qu'on a accompli, c'est de pouvoir injecter la totalité des pièces dans un seul moule. Donc forcément, on discute de NFI, de viscosité, pour pouvoir avoir un temps de cycle optimal, des problématiques de remplissage. Et ultimement, vous pensez que ça va pouvoir se dégrader, le type de résine que vous utilisez, dans l'environnement sans conditions de compostage industriel, avec ce que vous avez commencé à utiliser? Alors effectivement, aujourd'hui, c'est encore en mode de R&D, mais l'objet, effectivement, c'est de pouvoir avoir des résines qui soient biodégradables en environnement compostable aérien, parce qu'il y a plusieurs notions de compostage. Et nous, l'objet, c'est qu'effectivement, l'idée, c'est qu'effectivement, le drone va être détruit d'une manière ou d'une autre, et quand il arrive sur le sol, qu'il puisse se biodégrader directement. Et quelles sont les propriétés que vous recherchez? Puis je vous pose la question parce qu'on travaille avec plusieurs
entreprises qui développent des résines, notamment biosourcées et compostables. Et peut-être que ça peut les intéresser de pouvoir développer avec vous. Qu'est-ce que vous recherchez comme propriété de résine? Nous, avant tout, c'est un module d'élasticité, un module Jung, avec une bonne caractéristique mécanique par rapport aux besoins des pièces, et effectivement des problématiques de viscosité pour garantir notre temps de cycle. Ce sont les principales choses qu'on a besoin aujourd'hui, les caractères importants pour la production. Et après, forcément, plus on est rapidement biodégradable avec des éléments de plus forte épaisseur, mieux c'est. Et est-ce que vous avez des besoins spécifiques en rigidité ou en termes de capacité physique de la résine, ou de par le procédé, vous allez être capable avec l'épaisseur des parois et autres de montrer ça? Effectivement, il va falloir qu'on échange avec toutes ces choses-là. C'est l'objet de la R&D, de tous les calculs de rhéologie qu'on va pouvoir mener pour pouvoir arriver à ces choses-là, pour pouvoir optimiser les choses au maximum. Tout à fait. Et dites-moi, dans un drone, est-ce que vous êtes capable d'identifier à peu près la quantité de résine que vous avez besoin? Aujourd'hui, on est sur un drone de 7 pouces où globalement le volume d'injection, c'est quelques centaines de centimètres cubes. Donc, on doit pouvoir gérer ce volume d'injection-là pour être transposable dans le process Mass Factory. Et le fait de travailler des fois sur le champ de bataille ou hors une usine, est-ce que vous avez remarqué des complications en termes de séchage de granules ou de conditions d'humidité dans l'environnement? L'objectif, c'est qu'effectivement, les granulés soient directement utilisables. Donc, effectivement, on va essayer d'éviter au maximum ces problématiques d'humidité avec des bases polyamides ou des choses comme ça qui sont très sensibles à l'humidité. Donc, l'objectif, c'est qu'effectivement, il n'y ait pas trop de difficultés de stockage et d'utilisation après coup. C'est-à-dire, on injecte, on utilise directement. Directement. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je suis le chef Ichefet, donc du 2e régiment étranger de génie, de la Légion étrangère. Donc, je dirige un laboratoire de recherche et développement qui a été créé pour le régiment. Ça nous permet en fait d'étudier certaines problématiques, de développer certaines choses à notre niveau, et puis après ensuite de chercher des partenaires industriels pour pouvoir développer des projets directement en corrélation avec nos besoins sur le terrain. Et dans le cadre du projet de Mass Factory, comment la relation a débuté entre le gouvernement ou l'armée et l'entreprise privée? Alors, donc là, ça c'est la genèse de ce projet. En fait, c'est un peu le fruit du hasard. On s'est rencontrés donc à Millipol, donc entre le directeur Cédric Jany donc et moi-même, et on a pu échanger en fait sur la fabrication des mines en masse, qui est un vrai problème au niveau du génie pour l'armée française. De fil en aiguille, on a pu relever d'autres problématiques sur lesquelles eux pouvaient répondre. Là, en fait, on a pu poser donc une fiche API. API qui est une agence, un organe de développement mis en œuvre par l'Agence Innovation Défense, qui est un organisme de l'armée, et qui permet justement de favoriser, d'aider cette symbiose entre les industriels et les forces pour arriver à des boucles courtes de réflexion. Et justement, est-ce que c'est courant d'avoir des projets directement avec des entreprises comme ça dans des co-développements? Il y a un certain temps, ça ne l'était pas. Maintenant, oui. C'est justement une volonté de pousser l'innovation directement depuis les forces pour pouvoir arriver à des projets qui sont aboutis et qui correspondent directement en fait aux besoins, pour éviter en fait de développer, qu'un industriel prenne le risque de développer quelque chose de bout en bout et que ça soit un très beau produit d'ingénieur, mais complètement en fait à l'opposé des besoins d'opérationnel. Il y a besoin à un moment ou à un autre d'inclure les utilisateurs finaux dans la boucle de réflexion et de développement. Bien sûr, c'est pas forcément eux qui vont développer la technique, mais ils posent les problématiques et ils permettent de cadrer l'ergonomie, le besoin ultime et le cadre d'emploi des matériels ou même matériaux qu'on va pouvoir utiliser dans le terrain. Et dites-moi comment se passe la relation pour le test terrain, justement, parce qu'il y a un volet conception, mais il y a sûrement un volet essai pratique. Tout à fait. Alors, il y a une certaine partie, tout dépend évidemment de quoi on parle, une certaine partie qui peut se faire directement au régiment. Donc nous, on développe une partie, l'industriel peut le faire aussi. Ensuite, on peut tester, nous, sur le terrain, au régiment, sur des zones de manœuvre ou ainsi de suite. Si c'est des matériels plus sensibles, il y a des autorisations à faire, évidemment, à plus haut niveau, pour tout ce qui est emploi d'explosifs ou ainsi de suite. On doit mettre la STAT, la section technique de l'armée de terre, dans la boucle pour pouvoir avoir les autorisations ou la délégation vraiment de pouvoir tester certaines choses plus sensibles. Mais sinon, c'est tout à fait courant de tester en fait le matériel des industriels sur le terrain. Si c'est du matériel qui est très onéreux,
et que c'est quelque chose qui est complètement fini ou pratiquement fini, généralement, il va avoir une convention de prêt entre l'armée et les opérationnels. On dit, l'armée assure elle-même le matériel au cas où il serait cassé, et l'opérationnel en fait teste sur le terrain, fait un retour d'expérience à l'armée, mais aussi à l'industriel, pour dire ça marche bien, ça marche moins bien ou ça marche pas du tout. Et il faut revoir les choses. Et ça permet d'avoir une évolution en boucle courte, ce qui sert à tout le monde. Ça sert à l'armée pour avoir des produits finaux très intéressants. Ça sert aux utilisateurs, mais ça sert aussi à la BITD de pouvoir faire des projets qui ont été testés en opérationnel et qui sont concurrentiels sur le terrain. Est-ce qu'il y a un partage des coûts, par exemple, pour la partie test sur le terrain? Parce que là, on parlait de le protéger pour pas qu'il y ait des produits cassés, mais oui. En cas, par exemple, de drones, suicides, comme ça, d'attaques, c'est sûr qu'ils ne reviennent pas. Est-ce qu'il y a un partage des coûts ou c'est l'industriel qui absorbe? Alors, on essaie de travailler en mode intelligence des situations, mais justement dans le volet API, donc organisé par l'Agence Innovation Défense, il y a des coûts qui sont pris en compte, que ce soit pour les tests, les évaluations, ou même des budgets recherche et développement. Après, c'est pas de l'argent qui est donné comme ça. Ça doit faire l'objet de tout un process où on doit poser une fiche API avec le descriptif de l'objectif à atteindre, du cadre d'emploi, du problème ou irritant rencontré et la solution finale attendue avec une budgétisation. Donc c'est un process qui commence à être assez bien rodé et sur lequel on arrive vraiment maintenant à des développements assez concrets. Et on arrive à des développements pour des toutes petites choses, un bouchon de réservoir, quelque chose qui va pouvoir être changé très rapidement, à vraiment des très très grosses innovations avec des montants assez conséquents. Tout passe par le même filtre où justement l'armée essaye de fluidifier cette corrélation, en fait, cette symbiose entre les opérationnels et les industriels. Et est-ce qu'il y a un partage de propriété intellectuelle qui s'effectue ou si c'est toujours l'industriel qui garde sa propriété ou les... Alors, ça dépend le niveau d'engagement des opérationnels dans la conception. La propriété intellectuelle peut être protégée, c'est pas systématique, ça c'est les choses qui doivent être discutées avec justement l'Agence Innovation Défense qui arrive un petit peu en garant au niveau des forces qui pourraient développer eux-mêmes certaines choses pour éviter que l'industriel s'approprie des choses qui ont été faites par l'armée ou par les forces, et inversement, pour protéger l'industriel, pour éviter que les opérationnels, peut-être sans mauvaise volonté, mais diffusent de la technologie qui est censée être confidentielle. Après, c'est de la bonne intelligence de situation. Le but est que tout le monde soit gagnant à la fin. C'est vraiment génial. Puis c'est un bel exemple à suivre pour plusieurs armées dans le monde, unités de force. Félicitations. Puis merci beaucoup de nous avoir partagé cette information. Je vous remercie. Je vous souhaite un excellent salon. Merci. Cet épisode de Sortir du moule est une présentation des créneaux d'excellence Alliance Polymère Québec, Inno Caoutchouc 360 et Technitextile Québec. D'ici à notre prochain épisode, continuez à innover, à questionner et surtout à sortir du moule. Si vous avez aimé cet épisode, cliquez j'aime, parlez-en autour de vous, partagez-le à vos collègues et amis et surtout abonnez-vous à Sortir du moule sur votre plateforme préférée. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Simon Chrétien, c'est toujours un plaisir de partager ce moment avec vous. À très bientôt sur Sortir du moule et pour ne rien manquer sur l'industrie des plastiques et des matériaux composites du Québec, visitez polymerequebec.com.